des raisons politiques. Il est regrettable que la communauté internationale continue de regarder de l'autre côté, de ne pas ignorer un certain nombre d'États qui fournissent un soutien à des terroristes en leur mettant à leur disposition des fonds ou des armes ou en leur offrant refuge ou en mettant à leur disposition des plateformes médiatiques ou politiques. Il facilite également le transfert de combattants terroristes vers les zones de conflit, en particulier vers la Libye et la Syrie. L'Égypte continue de s'acquitter de sa volonté de protéger les populations de ces fléaux que sont les conflits armés, en lançant des processus politiques d'ensemble sur la base des résolutions du Conseil de sécurité. En Libye, par exemple, l'Égypte continue de respecter le processus de règlement de la crise politique sous la houlette des Nations Unies, sur la base de l'accord de Soukairat, sur des résultats de la conférence de Berlin et de la déclaration du Caire, auquel on souscrit le speaker de la Chambre des représentants de la Libye et le commandant de l'armée nationale libyenne. À cet effet, la déclaration du Caire sert d'initiative politique d'ensemble qui permettra de mettre un terme au conflit en Libye, y compris toute une série de mesures et un calendrier clair qui a pour but de restaurer le système politique et de mettre en place un gouvernement libyen consensuel qui sera à la hauteur des aspirations du peuple libyen. Les conséquences de cette crise ne se limitent pas à la Libye, mais affectent également la sécurité dans des pays voisins. Il y a des conséquences négatives sur la stabilité internationale. À cet égard, l'Égypte entend de soutenir les Libyens pour qu'ils leur permettent de débarrasser leur pays des milices armées et des organisations terroristes et mettre un terme à l'ingérence de certaines parties régionales qui transportent des combattants étrangers vers la Libye afin de promouvoir leurs illusions coloniales de longue date et leur égoïsme qui est bien connu. Comme nous l'avons dit, et nous le réitérons aujourd'hui, toute violation de la ligne existant allant de la ville de Sirte et Gifra, qui était considérée comme une ligne rouge, sera l'Égypte s'y opposera en défense de son peuple, de sa sécurité nationale. Nous appelons tous les partis à revenir au processus politique ayant pour but de rétablir la paix, la sécurité et la stabilité que mérite le peuple de Libye. Et si nous voulons rétablir ou mettre en œuvre les résolutions internationales ayant pour but de rétablir la paix et la sécurité, une paix et une sécurité durable au Moyen-Orient, la question de la Palestine doit attirer notre attention plus que tout autre, dont le peuple aspire à son droit humain le plus fondamental, à savoir le fait de vivre dans un État indépendant, de concert avec ses voisins dans la région. Des générations de Palestiniens se sont efforcés de pouvoir exercer ce droit. Toute une série de résolutions ont été adoptées sur la question, en vain. La réalisation de l'aspiration légitime des Palestiniens à vivre dans un État indépendant avec l'Est de Jérusalem pour capitale est fondamentale si nous voulons ouvrir de nouvelles perspectives pour la paix, la coopération et la coexistence, et si nous voulons que la paix et la sécurité règnent dans la région. La communauté internationale a pour obligation d'honorer ses engagements, d'apporter une paix que ces peuples attendent depuis longtemps, et de traiter de toute mesure qui pourrait diminuer la taille du territoire de la Palestine et miner la solution à deux États qui est prévue dans les résolutions internationales et sur laquelle le processus de paix dans lequel l'Égypte s'est engagée est
pour arriver à une paix durable et d'ensemble est basée. En Syrie, une solution politique d'ensemble est une nécessité si nous voulons mettre un terme à la guerre qui fait rage et appliquer toutes les résolutions de l'accord politique qui a donné lieu à la résolution 2254 du Conseil de sécurité dans sa totalité, de manière à préserver l'unité de la Syrie, son intégrité territoriale, l'intégrité de ses institutions, répondre aux aspirations de ses peuples, mettre un terme à toutes les formes de résolution. À cet égard, le moment est venu de nous prononcer, de prendre position sur le Yémen pour mettre un terme à la crise qui fait rage, conformément à la résolution 2216 du Conseil de sécurité, l'initiative des pays du Golfe et les résultats du dialogue national, de manière à respecter la légitimité du Yémen, garantir son unité et son indépendance, et en mettant ainsi un terme à l'utilisation par d'autres pays du Yémen comme pas de tir pour tirer sur ses voisins et pour s'opposer à la navigation libre dans le détroit de Bab al-Mandab. Pour ce qui est du barrage, de la question du barrage de la Renaissance, je tiens à saisir cette occasion pour vous faire part des inquiétudes de l'Égypte concernant ce projet, un projet qui est en train d'être construit par un pays frère et ami qui partage avec nous un fleuve qui garantit la survie de millions de populations depuis des milliers d'années. Nous sommes lancés dans des négociations assez longues avec nos frères de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie. L'objectif était d'arriver, ça fait 10 ans que nous négocions, l'objectif était d'arriver à un accord pour garantir l'exploitation de ce barrage, un accord qui permet de rétablir un équilibre entre les besoins de développement du peuple éthiopien et la préservation des intérêts de l'Égypte, notamment dans le domaine de l'eau et du droit à la vie. Nous avons mené à bien toute une série de négociations assez intenses. Le gouvernement des États-Unis a déployé beaucoup d'efforts pour rapprocher les positions de ces trois pays. Il a parrainé des négociations avec la Banque mondiale ces derniers mois. En outre, l'Égypte a participé aux délibérations en toute bonne foi lancées par mon frère, le Premier ministre du Soudan, et par la suite aux négociations organisées par la République de l'Afrique du Sud en tant que président de l'Union africaine. Malheureusement, aucun de ces efforts n'a débouché sur des résultats concrets. Le Nil ne doit pas être monopolisé par un État. Par exemple, l'eau du Nil est une question existentielle. Ceci ne veut pas dire pour autant que nous devons miner les droits des frères et des sœurs de nos frères et de nos sœurs qui partagent le bassin du Nil. À cet égard, l'organisation d'une réunion consultative du Conseil de sécurité le 29 juin de cette année a mis en exergue l'importance de cette question et les risques potentiels et l'incidence directe que ceci pourrait avoir sur la paix et la sécurité. L'organisation d'une telle réunion confie à la communauté internationale la responsabilité d'exhorter toutes les parties à arriver à un accord souhaité par toutes les parties qui répond à nos intérêts mutuels. Malheureusement, il est inacceptable que les négociations se poursuivent éternellement afin d'imposer sur le terrain les réalités du terrain, parce que nos peuples aspirent à la stabilité et au développement de manière à pouvoir ouvrir une nouvelle ère de coopération en la matière. Monsieur le Président, concernant le second pilier de l'action des Nations Unies, à savoir la réalisation du développement durable, l'Égypte est fermement convaincue que promouvoir les efforts de développement est une condition sine qua non si nous voulons renforcer la paix et la sécurité internationale et si nous voulons mettre en place un nouvel ordre mondial stable. Ceci est fondamental si nous voulons lutter contre l'extrémisme, prévenir les conflits armés et les crises humanitaires. L'Égypte a appuyé l'adoption du programme de développement durable à l'horizon 2030 et a joué un rôle fondamental, un rôle d'appui des efforts du secrétaire général, efforts déployés pour réformer le système de développement des Nations Unies, étant donné que nous pensons qu'il est nécessaire de renforcer les efforts que déploie l'organisation pour atteindre ces objectifs optimistes. La crise actuelle que nous connaissons à cause de la pandémie du Covid-19 exige du monde de fournir un soutien aux pays en développement en mettant à leur disposition des trains de mesures de stimulation de leurs économies, en réduisant leurs dettes et en mettant à leur disposition des instruments financiers, les instruments des institutions financières internationales
de manière à créer un contexte propice pour ces pays. Ceci permettrait à ces pays d'endiguer l'incidence de la pandémie et de faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés, le terrorisme, l'immigration et le traitement des racines des conflits. Les droits de l'homme maintenant, le troisième pilier de l'action des Nations Unies. Le programme de travail de la communauté internationale dans le domaine des droits de l'homme est tout à fait important, étant donné que les droits de l'homme ont une incidence directe sur l'élément humain. Ils permettent d'améliorer les niveaux de fournis qui sont le niveau des services qui sont fournis aux populations. Il permet de préserver, de protéger les droits de ces populations. Ceci permet de garantir une vie décente et la capacité de tous de faire face à tous les défis au niveau culturel, social, économique, politique, tout en renforçant la stabilité du système international. À la lumière de la constitution égyptienne et de ses amendements concernant les droits et les libertés fondamentales, ainsi que le droit des générations à venir, nous nous sommes lancés. Nous avons refondu le Sénat de manière à garantir son rôle de soutien du système démocratique. Le Sénat joue un rôle très important dans notre système politique. Nous nous sommes efforcés également de renforcer la cité, de garantir l'égalité entre les citoyens, les possibilités qui sont offertes à tout un chacun, de lutter contre la discrimination. Nous nous sommes efforcés de favoriser la montée en puissance des femmes égyptiennes. Nous nous sommes efforcés de lutter contre toutes les formes de violence à l'encontre des femmes égyptiennes. Nous avons demandé à ce que soit modifié le discours religieux qui assure la promotion de la citoyenneté sans établir de discrimination entre nos compatriotes sur la base de leur sexe. Nous avons également investi dans la jeunesse en les incluant dans le processus de décision. Nous avons également mis en place des mécanismes de dialogue direct entre les jeunes par l'organisation de forats de jeunes à intervalles réguliers. Nous avons également mis en place ou lancé des initiatives de formation à l'attention des jeunes pour que ceux-ci puissent contribuer au développement de notre pays. Au niveau économique, et sur la base de la vision 2030 de l'Égypte, si le peuple égyptien n'avait pas soutenu nos institutions, nous n'aurions pas été en mesure de surmonter cette période très difficile. Notre plan national a permis notre plan national a permis de renforcer notre économie, de limiter les pertes dues à la pandémie du coronavirus. L'Égypte fait partie de la poignée de pays qui ont été en mesure d'obtenir des taux de croissance positifs, malgré la pandémie. Nous avons réussi à faire baisser le chômage. Celui-ci a atteint son niveau le plus bas au cours des 20 dernières années. Nous avons également lancé des projets nationaux dans le domaine des infrastructures. Nous avons mis à disposition de l'énergie, un logement décent, et nous avons mis en place des programmes sociaux pour les personnes qui ont de faibles revenus. Nous avons fait porter nos efforts sur les soins de santé, étant donné que nous considérons que la santé est un droit fondamental. Nous avons ainsi lancé toute une série d'initiatives fondamentales. Nous avons également mis en œuvre la couverture sanitaire universelle pour tous nos citoyens, dans le cadre des efforts que nous déployons pour garantir une vie décente à tous les Égyptiens. Sans vouloir faire du chantage ou de la propagande, je vous tiens à rappeler que nous n'avons jamais failli à nos obligations humanitaires, à l'attention des près de 5 millions d'immigrants et de réfugiés qui ont été obligés de quitter leur pays étant donné les guerres, crises politiques et autres conditions économiques difficiles. L'Égypte accueille ces 5 millions d'immigrés et de réfugiés. Il bénéficie de tous les services qui sont mis à disposition par l'État aux citoyens égyptiens.
Nous le faisons sans bénéficier d'un soutien particulier ou d'une aide de nos partenaires internationaux, malgré l'importance que ceci attache aux droits de ces immigrants. Monsieur le Président, nous devons également traiter de la question de la représentation géographique équilibrée au niveau du Conseil de sécurité, de manière à mieux refléter l'équilibre des pouvoirs au niveau mondial, qui est très différent de ce qu'il était lorsque ce système a été créé. Nous pensons qu'il est nécessaire d'élargir la quantité de membres permanents et non permanents au niveau du Conseil. Ceci permettra de refléter la représentation de l'Afrique, de corriger les injustices historiques et de répondre à ces aspirations. Consacré dans le consensus de Ezelwini et la déclaration de Sirte, afin de faire face aux défis qui découlent de la pandémie du coronavirus, ainsi que pour faire face aux problèmes internationaux et régionaux. Il est nécessaire pour nous de défendre le principe de la coopération internationale, de la solidarité internationale, plus que jamais aujourd'hui, pour relever donc ces défis, pour éviter la polarisation, la rivalité. En effet, si l'espoir est le fruit de la douleur, peut-être trouverons-nous dans ces crises actuelles quelque chose qui nous motivera à donner un nouvel élan aux efforts que nous déployons pour renforcer l'action multilatérale et le rôle des Nations Unies en tant que moteur du multilatéralisme. L'Égypte, en tant que membre fondateur de cette organisation, et étant donné sa contribution à la civilisation humaine depuis l'aube de l'histoire de l'humanité, ne lésinera pas sur les moyens pour faire de cette vision du renouveau et de la réforme une réalité. Nous sommes convaincus en effet que notre planète peut nous accueillir toutes et tous tant que les relations entre les pays et les peuples sont basées sur les principes du rejet des conflits, de la paix et de la coopération internationale, afin d'arriver au développement et à la prospérité, et à la sécurité et à la prospérité pour les générations actuelles et à venir. Je vous remercie, Monsieur le Président.